On va commencer ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter. Alors moi, je suis Emmanuel Dunouvion, je suis salarié de la société Latecware et détaché chez Aerospace Valley au sein du département développement sur les domaines matériaux et procédés. Donc, je fais partie des animateurs de l'écosystème d'excellence SMP pour systèmes matériaux et procédés, l'ancien DAS AMP pour ceux qui l'ont éventuellement connu. Alors, dans ce contexte un peu particulier, et ouais, j'espère que vous allez tous bien. Aerospace Valley donc souhaite pas perdre le contact avec ses membres et donc du coup en attendant on vous propose ce principe de café techno. Alors le café techno, qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion un peu de se rencontrer, enfin de se retrouver entre membres dans un contexte un peu informel, hein. On peut pas faire de conférences, table ronde en présentiel comme on a un peu l'habitude de faire. Donc, on vous propose une heure de webinaire pour prendre connaissance, enrichir votre expertise sur des produits ou des services dans l'une des 5 thématiques de notre écosystème, donc aujourd'hui sur le SMP, système matériaux procédés. Alors, sachez que le café techno, comme pour ceux qui l'ont entendu, il est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley à partir de demain, si mes souvenirs sont bons. Vous avez le lien, vous l'avez déjà sur le mail d'invitation que vous avez dû recevoir donc pour vous inscrire. Donc je remercie à ce titre Tiffaine Sauveur qui est du service communication et Émilie Sévenot, déléguée régionale du pôle Aerospace Valley sur Montpellier, qui ont permis l'organisation de ce café techno. Donc effectivement, hier j'ai eu l'occasion d'inaugurer le premier café techno et j'anime dans la foulée ce deuxième avec Jérôme Fréré, donc qui est le responsable du pôle expertise chimique et analyse chez Ineosurf. Donc c'est une société qui est née en 2016, il vous en parlera vite fait après, par la volonté donc d'unifier les moyens et leur savoir avec l'IRT M2P et le GIE, le groupement d'intérêt économique Harmonie. Donc Jérôme est aussi animateur au sein de notre écosystème d'excellence SMP du pôle Aerospace Valley. Alors par rapport à la thématique, en fait, la production de pièces métalliques par fabrication additive de type lit de poudre constitue une révolution dans le monde industriel. Néanmoins, en fait, cette technologie possède un défaut potentiellement rédhibitoire, à savoir la rugosité élevée des pièces en sortie de machine. Alors, cette rugosité importante est une conséquence directe de la granulométrie des poudres utilisées, du comportement thermique des procédés ou encore des supports nécessaires à la construction des pièces. Et leur impact majeur de ces défauts de surface concerne tant les propriétés mécaniques telles la fatigue que les post-traitements de surface nécessaires à leur application finale. Alors, ces défauts deviennent dès lors un frein au développement des technologies additives et un éventuel élément bloquant pour certaines applications. Donc l'amélioration de cette rugosité des pièces métalliques issues de la fabrication additive constitue donc un challenge pour lequel les techniques de traitement de surface adaptées doivent être mises au point et utilisées. Donc c'est dans ce contexte que Jérôme va nous présenter les différentes technologies de post-traitement de surface en fabrication additive et avec un peu plus de détails sur le polissage chimique. Donc avant de lui laisser la parole, 2 mots, il y a 30 minutes de présentation, donc les micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions par écrit et donc Jérôme prendra le temps d'y répondre, comme pour ceux qui ont pu l'entendre, qui sont connectés, qui étaient connectés avant. Il y a 4 parties, on posera 2-3 questions entre chaque partie, et puis on se garde le dernier quart d'heure pour le reste des questions. La présentation elle sera disponible avec le replay, comme je l'ai dit, donc sur la chaîne YouTube. Et avant de se quitter, de terminer le webinaire, il y aura une petite enquête de satisfaction avec 2 réponses, 2 questions à répondre. Voilà. Donc j'ai suffisamment parlé. Jérôme, je te laisse la parole et bon webinaire à tous. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc on pourra se répondre lorsque vous aurez des questions. Donc je ne vais pas me représenter puisqu'Emmanuel l'a très bien fait. Je vais vous parler rapidement en 2 slides d'Ineosurf, qui est une jeune société
qui a été créé en 2016 avec 2 sites. Donc, le premier site en 2016 a été créé à Dupigheim, près de Strasbourg, à un quart d'heure à peu près de Strasbourg. Et le deuxième site qui a été créé en mai 2017 à Grabels, à côté de Montpellier. Avec la finalité de cette structure, c'est vraiment de faire de la prestation R&D et de transfert de technologie, essentiellement axé autour du traitement de surface pour les matériaux métalliques. Alors, comme je disais, 2 sites. Le site d'Alsace est réparti sur 1000 m² avec essentiellement des installations techniques de traitement de surface avec des cuves de traitement de 60 à 600 litres. Et quelques techniques de caractérisation aussi. Dans l'Hérault, on a plutôt une structure de type laboratoire avec quasiment 200 m² et des techniques à la fois de pointe comme l'ICP optique pour ceux qui connaissent, qui peuvent nous permettre d'aller chercher les espèces réactives et déterminer les mécanismes chimiques de réaction de tout type de procédés chimiques, et des moyens aussi, des petits moyens de traitement, puisqu'on met en place des traitements de surface, des nouveaux traitements, donc à l'échelle de 4-5 litres maximum. On est 14 salariés, on est organisé en 5 services avec la partie mise au point de nouveaux traitements de surface, que ce soit par voie chimique ou par voie électrochimique. Mise au point de méthodes d'analyse aussi, simple souvent, être transférable en atelier pour déterminer l'état de fonctionnement d'un procédé. Et on travaille aussi sur la partie réduction de l'empreinte environnementale pour réduire l'impact des déchets de vos procédés. Jérôme, je te coupe. Est-ce que tu passes des planches là ou c'est normal que ça soit figé? Non, je suis figé là, j'ai les deux. D'accord, ok. Voilà quoi, je détaille rapidement. L'étude R&D de traitement de surface, c'est ce qu'on fait sur un procédé à proprement parler qu'on va étudier justement sur les cuves de 60 à 600 litres pour voir sa viabilité, étudier les paramètres optimales, etc. Contrôle, donc la partie métallographique et analyse d'avarie avec notamment l'assistance d'un microscope électronique à balayage. La partie conception, assistance à maîtrise d'ouvrage et études pour la réalisation de chaînes de traitement de surface. Alors on va dire en petite surface. Et l'approvisionnement de différents types d'éprouvettes, fatigue, essais, des nuances variables. Donc voilà tout ce qu'on essaie de vous proposer comme service. Je m'arrêterai là et si vous avez d'autres questions plus particulières, on pourra les voir en privé. Alors, en ce qui concerne le sujet, la fabrication additive, donc rapidement, hein, pour ceux qui connaissent moins, on part de lingots. À partir d'une tour d'atomisation, on fait des poudres de l'ordre de la dizaine de micromètres. Et à partir de quelque chose qui peut ressembler à une imprimante 3D que vous pouvez connaître pour les matières plastiques, on fabrique des pièces. Alors, il y a 2 types essentiellement d'imprimantes 3D, avec fusion laser ou avec fusion à impact électronique. L'avantage de cette technologie, c'est qu'on peut fabriquer des pièces complexes sans avoir recours à un usinage mécanique, ce qui fait qu'on va avoir une économie de matière puisqu'on a directement la quantité de matière nécessaire à la pièce. On ne va pas enlever beaucoup de copeaux pour réaliser une pièce complexe et les délais de fabrication sont aussi réduits. Par contre, de par le mode de fabrication, comme le disait Emmanuel, la santé matière des pièces, notamment l'impact sur la fatigue, peut être important. Donc, d'où il faut faire attention et vraiment mesurer ce paramètre-là. Et l'état de surface qui peut être plus ou moins rugueux. On a des rugosités après fabrication additive qui vont entre 6-7 microns et une quarantaine de microns dans le pire des cas. Et ensuite, toujours, même si j'ai parlé d'une dizaine de microns, voire un peu plus, il y a quand même l'utilisation de poudre qui nécessite des contraintes de sécurité. Alors, comme je le parlais, hein, je le disais, les rugosités sont quand même assez élevées. Vous voyez des textures de surface avec à la fois ici la fusion incomplète, non homogène, qui a permis l'apparition de sommets. On voit pas les slides n'ont pas bougé, Jérôme, si tu montrais quelque chose là. Ah, c'est embêtant ça.
Là, vous voyez mon Là, c'est écran? bon. Là, oui. Et là, je suis en mode présentation. Est-ce que vous voyez? On Ça voit a toujours marché tout à l'heure. PowerPoint, là. Ben, je vais rester Là, comme ça sinon. voilà. Ok. Ouais, mais si je me mets en mode présentation, là, vous voyez pas l'état de surface des pièces produites en fabrication additive. On le voit toujours, mais dans le PowerPoint, dans le logiciel PowerPoint, pas en mode diaporama. Ah bon? Eh ben, je vais me... Euh, Bah, reste comme ça et puis Ça marchait tout à l'heure pourtant. mm. Bon. C'est un peu gênant. S'il y a quelques animations. Je tente juste une manip. Tac, tac, tac. Partage. Je vais changer, je vais faire quelque chose de différent. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est bon, ça marche. Ça Ok. marche là? Ouais. Voilà. Enfin, Je a partageais priori, oui. l'application et pas mon écran, donc excusez-moi. Donc, je vais repasser en mode plein écran. Du coup, voilà, les surfaces, comme vous voyez, sont quand même assez rugueuses, avec notamment la présence de particules infondues qui peuvent aussi avoir le risque de se détacher au cours du temps. Et donc voilà, avec en plus un relief ici de surface un petit peu granuleux. Donc, il y a ces deux points qui peuvent être problématiques. Donc, l'état de surface assez rugueux qui peut créer de la fatigue et la présence de particules infondues qui peut entraîner des détachements et les problématiques notamment dans des canalisations où il y a des fluides qui circulent à haute vitesse. Donc, d'où un enjeu majeur, c'est essayer d'aplanir en quelque sorte, de polir cette surface. Et donc, un projet nommé After ALM a été monté à l'IRT M2P, matériaux, métallurgie et procédés, avec un certain nombre de partenaires industriels, dont des donneurs d'ordre, des sociétés spécialisées dans la fabrication additive, des applicateurs du traitement de surface qui font déjà du traitement plutôt d'usinage chimique de pièces métalliques, des partenaires technologiques, c'est ceux qui en gros qui ont une solution à proposer, différentes voies ont été envisagées, ainsi que des partenaires académiques. Alors, en gros, l'objectif de ce projet-là, c'était d'essayer de polir cette surface deux voies possibles. L'enlèvement de matière, l'enlèvement des rugosités de surface, ou l'ajout, au contraire, de matière qui viendrait combler les creux visibles en surface dus au procédé de fabrication. Alors, dans les différents procédés d'enlèvement de matière, il y a du polissage chimique, électrochimique, un autre polissage électrochimique, mais plutôt avec une version plasma, donc en faisant passer des tensions élevées, procédé de tribofinition ou polissage jet d'eau. Et en polissage, en ajout de matière, revêtement nivelant, donc on ajoute de la matière réellement, une matière, hein, c'est souvent du zinc qui est testé, et un polissage laser qui vient venir fusionner les sommets des pyramides pour venir combler les creux. Et tout ça a été testé sur les différentes alliages de titane, de base nickel, d'aluminium et d'inox. Donc, je vais détailler surtout les procédés d'enlèvement de matière, les 4 premiers qui sont les plus avancés. Alors, la partie polissage chimique. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est que le polissage chimique, je vais vous détailler rapidement l'usinage chimique. Alors, on aurait pu prendre différents exemples. J'ai pris l'exemple du titane. Ce sont des bains fluonitriques. On a de l'acide nitrique et de l'acide fluorhydrique qui est présent dans le bain. C'est d'abord l'acide nitrique qui va attaquer la surface de l'alliage de titane
pour faire une couche d'oxyde de titane uniformément répartie de TiO2. Cet oxyde de titane serait inerte par rapport à l'acide nitrique restant. On ne pourrait pas dissoudre l'alliage. C'est pour ça qu'on rajoute de l'acide fluorhydrique qui va venir complexer le titane oxydé pour former des espèces fluorosilicates titanates pour passer en solution. Et du coup, on va dissoudre cette couche pour que l'acide nitrique continue son action et vienne bien usiner chimiquement la pièce. L'action est aussi importante sur les sommets que sur les creux. Donc, pas applicable en polissage chimique puisque nous, on veut aplanir et couper, en quelque sorte, tromper ces pics. Donc, dans le polissage chimique, on a toujours des agents d'attaque et des agents complexants que je n'ai pas mentionnés pour des raisons de confidentialité. Le rôle va être le même. Les composés acides vont d'abord attaquer la surface pour former une couche d'oxyde de titane. On reste avec du titane, donc on reste avec de l'oxyde de titane. Excusez-moi. En même temps, les composés complexants vont aussi venir dissoudre cette couche. Alors, initialement, de manière uniforme, sauf qu'au bout d'un moment, le but, c'est que ces composés-là ne dissolvent que la couche qui est au sommet des pics. Pourquoi? Parce qu'on joue sur la viscosité de la solution qui va faire bien, que les réactifs ne vont pas arriver assez vite. Et comme ils n'arrivent pas assez vite, les premiers points qu'ils vont rencontrer vont être les sommets et non pas les creux. Et ainsi, on dissout la première couche dans les sommets. Les acides correspondants vont poursuivre leur attaque sur les zones laissées libres, à savoir les sommets, et on va pouvoir reformer cette couche et recontinuer notre attaque jusqu'à avoir un phénomène de polissage. C'est ce qu'on cherche à faire avec une chimie qui est similaire, des agents d'attaque, des agents complexants, mais une viscosité de la solution qui va faire une compétition entre la cinétique de réaction et l'arrivée, la diffusion des réactifs. Alors, le procédé que l'on a mis en place, c'est tout simplement une étape, il y a peu d'étapes vu que le bain de polissage se suffit à lui-même, donc un simple dégraissage, le polissage lui-même avec des rinçages intermédiaires pour arriver à une pièce polie après séchage. Alors, si je compare les états de surface par rapport à une pièce qui était réalisée en SLM, donc par fusion laser, l'état brut, c'était l'état downskin ici, donc c'est-à-dire en face dessous par rapport au mode de fabrication de la pièce, avec des SA que vous pouvez voir élevés. Alors SA et RA, c'est la même chose, sauf que le RA est mesuré sur un profil, le SA par contre est mesuré sur une surface. Donc on analyse une surface et on détermine la somme des RA sur toutes les lignes qu'on pourrait réaliser. Donc à 2 minutes, vous voyez que déjà on a un effet de nettoyage, toutes les particules infondues ont été éliminées et qu'au fur et à mesure du temps, on va réussir à avoir un réel aspect de polissage avec un SA qui va tomber assez bas. Si on regarde les courbes d'évolution de ce polissage, voilà, on a une diminution rapide au début et plus lente vers la fin, avec 80% de la rugosité qui a été abattue au bout de 20 minutes et 90% en 30 minutes. Alors, on pourrait continuer. Le problème, c'est que plus le temps est long, plus on va enlever de la matière et donc jouer sur le dimensionnel de la pièce. Alors, sur le SZ, qui est la distance entre les 5 plus hauts pics et les 5 plus bas creux, en quelque sorte. Donc, vous voyez aussi, on avait des dimensions au début assez importantes et on tombe sur quelque chose qui va être beaucoup plus plan. En ce qui concerne la décote, justement, donc ça a été réalisé sur de l'EBM, donc par fusion de canon à électrons. On arrive aussi à polir la surface et vous vous rendez compte ici de la décote puisque l'état de la pièce initiale était là et après traitement, il est ici. On avait masqué tout simplement cette partie de la pièce et on voit le changement d'altitude en quelque sorte. Et cette décote, en fonction, elle augmente de manière plus ou moins linéaire en fonction du temps. Et vous voyez qu'au bout de 20 minutes, on est dans les 200 microns et on va être à 300 microns à 30 minutes. En gros, on a une vitesse d'attaque sur titane de 10 microns
par minute, alors que cette vitesse d'attaque était de 20 microns par minute globalement sur des bains d'usinage chimique. Donc, de par la viscosité de la solution, on diminue la cinétique d'attaque de la réaction. Voilà. Si je fais un bilan sur la partie titane, donc à partir d'un RA de l'ordre de 20-30 microns, on abat la rugosité d'un facteur quand même assez important, avec entre RA et SA, vous avez des valeurs différentes. Et en ce qui concerne la robustesse, puisqu'on a testé ce procédé-là à l'échelle de 60, même de 400 litres, et on a chargé le bain en titane comme cela peut se faire dans les bains d'usinage chimique, et on a peu d'évolution de la vitesse d'attaque et de l'abattement de la rugosité, quelle que soit la concentration en titane. Je n'ai pas mis les fourchettes ici, les valeurs, mais on est dans les gammes classiques d'utilisation des bains d'usinage chimique du titane. Donc le procédé est quand même assez robuste. On a regardé aussi un procédé de polissage sur l'aluminium, et notamment la S7G06. Le procédé est un peu plus complexe, avec une étape de dégraissage comme précédemment, mais une étape de décapage, un polissage, un blanchiment, parce que les pièces sortent du polissage noirâtre. À préciser que c'est un polissage acide. Malgré tout, on a une couche noire de surface. Donc un blanchiment nitrique simple, et avant rinçage et séchage pour arriver à une pièce bien brillante. Alors l'évolution, comme précédemment, de la pièce, avec, vous voyez, les tas de surface assez rugueux avec les grosses structures ainsi que les particules infondues. Au bout de 30 secondes, le procédé est beaucoup plus rapide. On a déjà un premier pré-nettoyage. Toutes les particules infondues sont quasiment parties au bout d'une minute. Et puis, on arrive à un état de surface assez sympathique au bout de 10 minutes. Avec des rugosités qui vont atteindre les 1-2 microns au bout d'une dizaine de minutes. C'est le temps maximum que l'on laisse à la pièce, puisque en fait, le bain étant plus agressif, on va aussi avoir une décote plus importante, donc le temps d'action est beaucoup plus court. Malgré tout, on arrive à une baisse de rugosité significative. Alors justement, je parlais de l'enlèvement en matière. Eh bien, la courbe n'est pas la même que tout à l'heure. On atteint 200 microns, c'est la limite qu'on se fixe, à une dizaine de minutes. Donc, sachant que c'est 200 microns par face. Donc, sur une canalisation, vous aurez 400 microns sur le dimensionnel sur une paroi. Et l'avantage, c'est qu'on a une similitude de comportement sur les phases downskin et upskin. Donc, autant les états de surface initiaux étaient différents, autant à la fin, on a des états similaires. Donc en bilan, voilà, on atteint des RA quand même très faibles, que ce soit en RA ou en SA, quel que soit l'état de surface initial, en une dizaine de minutes, et aussi quelle que soit la concentration d'aluminium dissous, qu'on a regardé aussi. On a fait vieillir un bain et on a vu qu'au final, cette concentration-là, dans des valeurs classiques de plusieurs dizaines de grammes par litre, avait peu d'impact. Alors ça, c'était à l'échelle, on va dire, en immersion d'une pièce simple. On a aussi regardé sur des pièces plus complexes, notamment avec des canalisations et des coudes à l'intérieur. On a mis en place un système de recirculation avec un système de débitmètre et de circulation forcée que l'on envoie dans les canalisations proprement parlées. Alors ça, c'est juste un système avec des débitmètres et une orientation du flux vers certains endroits de la pièce. Après, par contre, il y a tout un outillage à mettre en place en fonction de la pièce pour le répartir dans des canaux plus que dans d'autres, en fonction de leur diamètre, en fonction de leur longueur, et tout ça pour avoir une uniformité du traitement. On a aussi mis en place des méthodes de suivi des bains. Alors là, c'est présenté pour la partie usinage chimique notamment. On restait sur le titane puisque j'ai présenté cet élément tout à l'heure, où on peut par titration en milieu non aqueux voir à la fois les différents acides ainsi que les polluants, le titane en l'occurrence. Donc on peut suivre par une même analyse bien, les constituants et polluants du bain. On vérifie chaque fois, quand on met au point une méthode, on vérifie les concentrations donc en polluants par ICP optique et les acides, vu qu'ils ont des contre-ions associés, on le vérifie par chromatoionique ou par électrode spécifique.
le tout étant de vérifier et de valider les résultats de la méthode dans différentes conditions et de mettre au point des méthodes simples transférables en atelier. Voilà pour cette partie-là. On va laisser le temps à une ou deux questions avant de passer sur une autre solution qui est la partie électropolissage. Oui, rapidement, Jérôme, j'ai deux questions. La première, c'est peut-on combiner les deux méthodes d'enlèvement de matière afin d'avoir une planéité parfaite? Alors, je sais pas, c'était au moment où tu parlais, au tout début avec Ah oui, la partie les usinage, je différentes pense. méthodes. Ouais, dans les différentes méthodes, ah oui, soit l'enlèvement de matière, soit l'ajout de matière. Donc oui, en effet, même différents procédés d'enlèvement de matière peuvent être combinés, puisqu'en fait, autant le polissage chimique va faire, si je peux m'exprimer ainsi, du grossier, même si on arrive sur l'alu à des rugosités faibles, mais globalement, c'est fait pour dégrossir des surfaces qui sont très fortement rugueuses. Si on cherche à avoir de la superfinition, sans spoiler ce que je vais raconter, l'électropolissage ou de la tribofinition sont plutôt des méthodes de superfinition. Donc, on peut combiner deux méthodes d'enlèvement de matière, polissage chimique et électropolissage, ou polissage chimique et tribofinition, ou rajouter de la matière. On peut faire du polissage chimique et des revêtements nivelants ou du polissage laser par la suite, bien sûr. Après, ça dépend ce qu'on souhaite en termes de temps de traitement et d'enlèvement de matière. Le polissage chimique va enlever de la matière. Les autres technologies que je vais montrer en enlèvent moins. Il y a aussi le temps de traitement. L'usinage chimique, le polissage chimique ont des traitements courts par rapport à la tribofinition où le temps est long. Donc, ça sera un compromis par rapport à ce que vous voulez faire, mais tout est possible en effet. Ok. Une deuxième question, et on garde les autres pour la fin. Quel est l'impact du polissage chimique sur les propriétés matériaux, inchangés ou fortement modifiés? Alors, non, on les change forcément. On a plutôt tendance à réduire la fatigue puisqu'on joue sur la rugosité de surface, vu qu'on réduit cette rugosité de surface. Donc, on a plutôt tendance à réduire la fatigue les propriétés en fatigue du matériau. Ok. Il y a d'autres questions, Et on les après, garde ouais, après. si je peux compléter ça, enfin, on ne fait que donc, à part sur la fatigue, c'est la seule propriété sur laquelle on va jouer, puisque on n'a pas, contrairement à la tribofinition que je vais présenter après, où on va avoir une augmentation de dureté, notamment en surface, puisqu'on a de l'espèce d'écrouissage, on ne joue pas sur les couches superficielles du matériau à part de la dissolution, donc on ne va pas modifier les propriétés de cœur du matériau. Ok. Donc, je passe à la partie électropolissage. Du coup, Ok. Il reste une demi-heure. OK. Donc, je vais présenter aussi rapidement son principe. Donc, c'est une dissolution aussi chimique, mais assistée sous courant, avec notamment on est en phase anodique, c'est-à-dire qu'on va oxyder le matériau. Et par rapport à un état avant, le but, c'est d'écrêter les sommets pour arriver à du polissage. Alors, la surface, pour polir, on a besoin forcément du courant, on a besoin surtout d'une adéquation entre l'électrolyte mis au point, les paramètres du générateur de temps, de température, etc. et l'association avec le métal, sachant que ce ne sera pas le même bain de dissolution électrolytique pour de l'inox, pour du titane, pour de l'alu ou autre. Les paramètres procédés, comme je disais, sont aussi importants. Et en gros, par rapport à un profil de surface que vous voyez assez complexe, on peut le dessommer en quelque sorte en de la forme, en de la macro-rugosité, de la micro-rugosité. Et l'électropolissage peut jouer sur deux phénomènes, soit ce qu'on appelle le nivelage, donc les réductions des grosses rugosités supérieures à 1 micron, voire le brillantage, jouer sur la micro-rugosité avec des rugosités inférieures à 1 micron. Donc on peut garder la forme et la macro-rugosité ne jouer que sur la micro-rugosité ou inversement, garder la forme uniquement et jouer sur cette macro-rugosité-là.
Alors, globalement, si je réalise une courbe intensité potentielle du procédé d'électropolissage, c'est-à-dire que je mets ma pièce dans le bain d'électropolissage et je balaye une tension et je mesure l'intensité, tout ça, c'est pour définir la plage de tension à appliquer pour avoir l'électropolissage. Si je sors de cette plage-là, je vais avoir des phénomènes différents. Alors, soit je suis trop bas en tension et j'ai une dissolution du matériau seulement. À partir d'un moment, c'est là où fonctionne l'électropolissage, j'ai une formation d'une couche visqueuse. Comme je parlais pour le polissage chimique, j'ai besoin de cette couche visqueuse pour que les réactifs arrivent lentement à la surface et qu'ils aient le temps d'agir plutôt sur les pics que sur les creux. Et justement, sur un palier de dissolution contrôlée, c'est là où je vais pouvoir justement bien, avoir cette compétition entre la diffusion, l'arrivée des réactifs et la cinétique d'attaque pour pouvoir avoir du polissage. Et lorsque je suis trop haut, bien, je vais attaquer le solvant, l'eau notamment, et je n'aurai plus de fonction de polissage. Il faut vraiment faire attention à la plage de tension appliquée. Si vous sortez de cette plage, vous pouvez avoir un procédé qui est mal maîtrisé. Alors, en général, l'électropolissage est connu sur des alliages plutôt base inox ou base nickel, des Inconel. Il a été testé ici comme je l'ai présenté, sur des bases titane ou des bases alu que je présentais juste après. Donc, on a une réduction de la rugosité. Vous voyez ici les points en bleu, où on passe d'une rugosité initiale proche d'une vingtaine de microns à moins de 10 microns, avec un enlèvement en matière de l'ordre de 170-180 microns. Le temps va jouer, la tension est aussi importante, et on joue ici essentiellement sur la micro-rugosité, puisque c'est le principe de l'électropolissage, et on rend la pièce plutôt brillante, ce qui explique qu'on a des rugosités quand même encore assez élevées. Alors, ça peut s'optimiser par les paramètres procédés, notamment par les courants pulsés. Sur alu, on a des résultats similaires avec une baisse de la rugosité sous forme plutôt en atteignant un palier en fonction du potentiel appliqué aux alentours de 7-8 microns et avec une perte d'épaisseur d'une centaine de microns. À savoir que c'est des nouveaux électrolytes aussi qui sont mis au point. On voyait l'état des pièces avec un aspect brillant qui est quand même aussi obtenu. Et justement, comme on joue, encore une fois, c'est un procédé plutôt de finition qui va jouer sur de la brillance et sur la micro-rugosité. Donc, ça peut être, par rapport à la question de tout à l'heure, quelque chose de complémentaire à un polissage chimique qui ferait le gros du travail et l'électropolissage qui viendrait affiner le grain et avoir quelque chose de brillant. Sachant que vous voyez les temps sont quand même plus longs. Et la décote limitée à une centaine de microns. Un autre type de procédé nouveau qui est aussi de l'électropolissage, mais cette fois en voie sèche. En fait, c'est un procédé commercialisé par la société GPA Innova qui s'appelle D-Light, où vous mettez votre pièce qui est polarisée dans un mélange de billes, des billes qui sont des résines échangeuses d'ions, donc sans liquide, donc on n'est pas en solution, hein. Les billes sont en voie sèche, en contact de votre pièce, et en fait on a un échange, elles viennent dissoudre un petit peu le métal, donc forcément avec les points de contact qui vont être les sommets, et le métal dissous va être absorbé dans ces billes de résine et qui va permettre bien d'écrêter en quelque sorte les sommets de la pièce. Elles, les billes vont se charger, donc au bout d'un moment, elles deviendront inefficaces, il faudra les changer. Et on arrive, voilà, de par les impacts, les frottements, à avoir une action électrochimique, puisqu'on est sous courant et les billes sont quand même remplies de liquide ou de solutions d'attaque, et elles vont, après cette attaque, récupérer les particules dissoutes pour se charger elles-mêmes. Alors, il y a plusieurs machines qui sont commercialisées. C'est en général les bols, on appelle ça un bol où on met une pièce donc, de taille variable.
les quantités voilà, classiques sont des petits volumes quand même, c'est des petites pièces qu'on peut passer. Et la taille des billes fait de l'ordre du millimètre, globalement. C'est aussi un procès de superfinition. Si on veut travailler sur des pièces avec des rugosités très importantes, les temps d'action vont être très longs. Déjà qu'en superfinition, on est sur du 1 heure, 2 heures. Donc si on veut attaquer des pièces avec la rugosité initiale que sont les pièces ALM, il faudrait plusieurs, bien au-delà de la dizaine d'heures. Voilà pour cette deuxième partie. Donc on a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, alors, je les prends à partir de 10 heures. Alors, qu'en est-il? Je pense que c'est par rapport à ta deuxième présentation. Qu'en est-il de l'évolution de la tenue à la corrosion? Ça peut peut-être répondre aussi peut-être sur la deuxième, la première partie. Alors, ben, alors la pièce elle-même est rarement utilisée telle qu'elle. Elle va forcément subir un traitement de surface derrière. La qualité du traitement sur une rugosité, de toute façon, une rugosité faible est nécessaire. Donc, un revêtement, si je parle d'une conversion chimique, par exemple, ou une anodisation, sur des couches qui, avec des rugosités importantes, va être moins bonne. On parle d'un ALM, hein, que par rapport à une pièce qui va avoir un poli assez important. On l'a vu sur des polymiroirs que l'on a effectués, donc là vraiment un polissage très mécanique. Hein. La tenue à la corrosion était meilleure sur le poly miroir que sur des pièces de rugosité en ALM. Donc forcément après un électropolissage ou après un polissage chimique, lorsqu'on applique le traitement de surface derrière, il sera meilleur que sur une pièce qui n'a pas été polie. Après, en ce qui concerne la pièce seule, un alliage de titane, par exemple, qu'on laisserait seul sans traitement derrière, on n'a pas forcément regardé une tenue à corrosion de la pièce simple ou de la pièce polie, mais sur le titane notamment, qui a une couche d'oxyde barrière uniformément répartie, je pense que les effets seront ni moins bons ni meilleurs, puisque c'est un alliage qui s'autoprotège naturellement. Ok. Le polissage électrochimique sur titane entraîne-t-il une préemption d'hydrogène? C'est une bonne question. On n'a pas encore mesuré ça, mais ça sera à regarder en effet, de toute façon, les attaques, alors là oui, on va générer de l'hydrogène, mais les attaques chimiques classiques d'usinage chimique avec des bains fluonitriques génèrent beaucoup plus d'hydrogène que le polissage électrochimique. Donc l'hydrogène qui peut être inclus via un usinage chimique, à mon avis, sera plus important que celui électrochimique, puisque l'action est, comme je disais, sur de la micro-rugosité, donc va être, même si on applique des tensions importantes, va être quand même limité. On décote beaucoup moins, donc on attaque moins de matière que dans la partie usinage chimique. Donc on génère moins d'hydrogène, donc il devrait y en avoir moins en inclusion. Mais ça sera à vérifier. Je te propose de continuer et puis. Ouais. Donc, une autre solution qui est aussi une voie électrochimique, mais avec des tensions beaucoup plus importantes qui génèrent un plasma. Donc, la pièce est toujours polarisée anodiquement. On utilise des cathodes de chaque côté de la pièce pour réaliser l'électrolyse. On est dans un électrolyte aqueux, en général acide aussi, et là, par contre, les temps de traitement vont être très courts. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vu qu'on applique des tensions importantes, on va avoir cette fois un gros dégagement d'hydrogène, contrairement au cas d'électropolissage que je présentais juste avant. On crée en quelque sorte une enveloppe gazeuse juste autour de la pièce et avec des arcs électriques qui vont avoir lieu à certains endroits de la pièce et générer un plasma gazeux dans cette enveloppe de gaz justement tout autour. À différents endroits et périodiquement. Alors, les mécanismes sont encore en cours d'étude. Donc, vous voyez, c'est fait au CIRIMAT à Toulouse. Il y a une action, il peut y avoir
une action soit thermique, soit de dissolution électrochimique, soit une simple action chimique, soit une combinaison de 2, voire de 3. En tout cas, le mécanisme est quand même assez complexe. C'est quelque chose qui est en cours de développement sur aluminium essentiellement et sur titane aussi. Je vais vous présenter les résultats de l'aluminium avec des tensions, vous voyez, on était de l'ordre de la dizaine, vingtaine de volts maximum pour l'électropolissage. Ici, on est sur des tensions beaucoup plus élevées, entre 250 et 300 volts par exemple, sur des exemples cités ici. Et les temps de traitement, là aussi, alors qu'on était sur du 180 minutes sur de l'électropolissage, on est inférieur à la dizaine de minutes ici. Donc, en fonction de la tension appliquée, eh bien, vous avez des modifications de la brillance, quelque chose qui va être plus ou moins brillant. Donc, on atteint de la brillance à partir d'une tension élevée. Donc, on joue sur la micro-rugosité, alors que là, on avait plus de difficultés. Et aussi, encore une fois, vous voyez, la diminution de la rugosité n'est pas spectaculaire parce qu'on ajoute sur la micro-rugosité. Donc, c'est plutôt un procédé complémentaire au polissage chimique puisqu'on va affiner et rendre la pièce brillante. Mais sur une pièce ALM qui est très rugueuse, on peut atteindre des rugosités plus faibles mais avec des temps ou des tensions plus importantes. Ici, par exemple, voilà des images du microscope électronique à balayage où on voit aussi que les infondus ont été éliminés. Donc, on peut avoir un bon nettoyage de la surface et un aspect poli qui est quand même important en fonction de la tension appliquée. Par contre, on a une action là sur la matière avec sur cette nuance d'alliage d'aluminium là avec notamment des particules, des intermétalliques de silicium où il a été observé un déchaussement des particules de silicium et avec des petits trous qui peuvent être générés. À savoir que ces trous avaient été aussi observés en électropolissage et en polissage chimique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est en développement. Voilà, j'ai cité le Cirimat, donc si vous voulez plus de détails, plus se rapprocher du Cirimat. Il y a des résultats qui sont intéressants, mais c'est encore un procédé qui est à l'échelle pilote. Donc peu de choses à vous détailler là-dessus. Du coup, avant de passer à la tribo, si vous avez une question rapide. Alors, quel est l'avantage par rapport au TS mécanique? Au TS mécanique, c'est-à-dire l'usinage chimique peut-être. Ouais, comme on est. Le mécanique, c'est l'usinage avec une fraise. Je demande à la personne qu'elle précise sa question et puis je passe à une autre. On revient sur la préemption d'hydrogène. Là, la préemption est tout de même liée au temps d'immersion. Oui, tout à fait. Forcément, plus le temps d'immersion sera long, plus on peut incorporer de l'hydrogène. Donc, sur des temps, ah oui, par rapport à l'électropolissage, ok, qui avait des temps beaucoup plus longs que un usinage chimique. Oui, en effet, la pièce, ça va être entre 180 minutes et quelques dizaines de minutes sur l'usinage chimique. Oui, on peut inclure, de par le temps aussi, on est plus soumis à de l'hydrogène, donc il peut s'inclure plus. Après, on n'a pas fait les mesures après électropolissage. Donc voilà, entre plus d'hydrogène généré et plus longtemps, qui sait qui aura le dessus? Il faudrait faire les mesures, ce qu'on n'a pas fait, donc je ne peux pas répondre avec certitude à cette question-là. Y a-t-il une génération de micro-fissures avec un des procédés? On n'a pas observé ça. Non, dans aucun des cas. Je te propose de continuer et puis. Donc, sur la partie tribofinition, j'ai mis vieille technologie modernisée, parce que vous connaissez tous la tribofinition. Il y a quand même des avancées qui sont faites dans ces domaines-là que je vais essayer de détailler. Alors, la tribofinition, pour revenir sur le principe lui-même, le but, c'est d'améliorer aussi la rugosité, mais surtout la micro-rugosité. Et voir aussi, dans certains cas, ce qu'on appelle ébavurer, c'est-à-dire arrondir les arêtes saillantes de certaines pièces. Et aussi, contrairement aux autres procédés, vu qu'on a de l'impact
en quelque sorte de surface, on va induire des contraintes résiduelles et une certaine compression du matériau en surface. Voilà. Puisqu'on a des billes ou des médias qui vont venir rentrer en contact et frotter une surface. Donc, si je redécompose par rapport à un profil de rugosité qui serait celui-là, je redécompose en la forme, en l'ondulation qui est cette grosse ondulation-là, la rugosité et la micro-rugosité. La tribofinition va plutôt agir, vous voyez, sur la micro-rugosité ou la rugosité et ne va pas avoir d'influence sur la forme ou l'ondulation, excepté sur les arêtes où on va avoir tendance à justement écrêter les pointes saillantes. Sur les deux principes sur lesquels s'appuie la tribofinition, c'est soit une déformation en fonction de la dureté du média et de la dureté de l'alliage, où on va venir aplanir en quelque sorte ces sommets-là, et donc d'où en entraînant des contraintes résiduelles et une augmentation de dureté de surface. Soit on va venir avoir un côté abrasif en rayant la surface et en venant éliminer eh bien, les crêtes ou vous voyez, des surépaisseurs que vous voyez là. Donc, soit on déforme, on aplanit, on crée des contraintes, soit on vient éroder une surface. Ça dépend de la taille, de la nature et de la forme des médias utilisés. Parce qu'on peut avoir des billes, des formes un petit peu plus tranchantes, et il y a des duretés de matériaux aussi diverses et variées. Alors, dans les procédés de tribofinition, vous avez des systèmes classiques, que sont le vibrateur linéaire ou le simple tonneau, où vous mettez les pièces et les médias dans un même système, qui va soit ici rentrer en rotation, et on aura des mouvements aléatoires de contact entre les deux, avec une usure des médias et un polissage de la pièce, et aussi ici, donc avec un mortier ou un bol qui va être maintenu sous vibration, qui va permettre aussi le contact des pièces et des médias. Des choses plus classiques, notamment le vibrateur circulaire aussi, qui est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir quelque chose qui vibre, ici ça vibre, mais en plus ça tourne. Et le nouveau système sont la smuritropie. En fait, le bol cette fois ne bouge pas. Vous avez aussi des médias, et par contre la pièce n'est pas mise avec les médias en même temps, elle est maintenue par ces gros systèmes-là, elle est mise en rotation sur elle-même et en plus de ça, elle va tourner autour du bol. Donc, on a deux mouvements, rotation autour d'elle-même et rotation autour ici du système, qui va entraîner vraiment des mouvements beaucoup plus contrôlés. On va jouer sur la vitesse, on peut rajouter des additifs à l'intérieur pour avoir une action et chimique et mécanique. Et en fonction de pareil des médias, on peut jouer sur le côté abrasif ou au côté plutôt mettre des contraintes sur la pièce. On peut jouer sur les conditions de traitement, la vitesse, la quantité de médias, la quantité de pièces, la vitesse de traitement et la durée forcément. Alors en ce qui concerne les abrasifs, vous voyez qu'on a des formes, des tailles totalement différentes et des natures aussi. On peut avoir des médias en carbure de silicium, en alumine, en des matériaux à base de cuivre. Donc, encore une fois, pour jouer sur la dureté, pour jouer sur leur côté d'abrasion. Il y a des petites billes qui n'ont pas été indiquées ici, qui peuvent aussi exister. Donc ça, c'est plutôt des médias abrasifs. Et on peut rajouter éventuellement des additifs chimiques qui vont avoir un rôle ici de soit faire une pré-attaque et faire une couche molle en quelque sorte que les abrasifs vont venir éliminer plus facilement, soit l'abrasif va commencer à dénaturer la surface de la pièce et que ce soit la chimie qui vienne finir le travail et on relibère, on remet à nu en quelque sorte le substrat, l'abrasif recontinue son travail et l'action chimique finit. Donc, soit le côté additif chimique initie le polissage et les abrasifs finissent le travail, on crée une couche molle au lieu d'avoir l'alliage à nu, soit au contraire, on a un phénomène de dissolution et c'est les médias qui vont avoir tendance plutôt à abrader la surface.
Donc tout ça peut être combiné et font de cette technique quelque chose avec beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de possibilités. Alors en termes de résultats, bien justement, vous avez les résultats présentés pour 3 types de médias avec des billes de taille variable et des médias un peu plus abrasifs. Alors bizarrement, les petites billes ont un effet sur la rugosité assez faible, avec des RA finaux par rapport à l'initial qui était aux alentours de 10, qui a peu évolué. Les médias abrasifs vont avoir tendance à vraiment avoir une action de polissage sur la très rapide, vous voyez ici la courbe, mais en arrivant à une certaine limite, aux alentours de 1 micron en RA. Comme vous voyez, ça joue sur la rugosité et sur la micro-rugosité, alors que des billes qui ont plutôt un phénomène de on va aplanir la surface, alors qu'ici c'était vraiment de l'abrasion, ont un effet au final sur le RA beaucoup plus important. On atteint des RA très faibles, avec des temps de l'ordre de supérieur à 3 heures. Ici 2 heures et ici supérieur à 3 heures. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai raconté. Et pour terminer, une association de procédés, on passera aux questions finales à la fin, où en fait on peut combiner en effet 2 procédés comme la première question. Hein. Donc là ça a été fait avec un procédé de polissage chimique et un procédé électrolytique avec le nouveau procédé D-Light. Vous voyez l'état initial avec les formes plus les particules. Après le polissage chimique, on a l'existence d'un relief de surface qui est justement, on a dégrossi, et le polissage électrolytique au final, en suivant en deuxième étape, permet d'avoir une super finition et d'avoir quelque chose de très brillant. Jusqu'à, voilà, avec des diminutions d'état de surface très importants. Donc, voilà, on peut s'orienter en fonction de ce qu'on souhaite vers un seul procédé, voire une combinaison de procédés. Je peux peut-être, vu que j'ai terminé, passer au bilan et on mettra toutes les questions en même temps. Donc, si j'essaie de résumer sur les différents procédés détaillés, sur titane et sur alu, bien, vous voyez, en fonction de ce qu'on va souhaiter, soit sur le polissage, soit qu'un aspect nettoyage, le temps de traitement va avoir une influence, la décote, si je veux manger plus ou moins de la pièce, le respect des formes ou pas. Voilà, en fonction de tout ça, un procédé va être privilégié au détriment de l'autre. Vous voyez les rugosités ici élevées, faut pas se baser qu'à ça. C'est en fait, c'est que ces procédés-là d'électropolissage vont être, comme je dis, des procédés de superfinition, donc sont adaptés à des pièces dont la rugosité est déjà basse. Donc, une première étape, si on veut une rugosité très basse, je pense qu'il faudra forcément 2 étapes avec un procédé grossier initial, plus un procédé de superfinition, comme l'électropolissage ou comme la tribofinition, pour affiner les choses. Voilà. La tribofinition peut faire le boulot toute seule. Le souci, c'est que le temps est très long. Donc, si on veut diminuer le temps, on peut faire d'abord un polissage chimique et ensuite une tribo ou un électropolissage pour garder avec des temps raisonnables. Voilà, ça résume assez bien les résultats et la situation. Voilà, et je vous remercie et on a le temps pour les questions. Merci Jérôme, effectivement, ton tableau bilan va intéresser pas mal de monde, je pense. Alors, je reprends les questions dont on n'a pas parlé au début. Donc, pour les canaux, y a-t-il un usinage différent entre l'entrée, le milieu et la sortie du canal? Quid dans le cas des structures type lattice? Alors, on a mis au point un système de recirculation à l'intérieur justement de canaux. Comme je le disais, le système de recirculation, c'est un simple système où on va régler le débit qu'on va envoyer dans certains canaux en particulier, qu'on va adapter en fonction du diamètre. Après, on met en place en général sur des pièces complexes un outillage. Le but, c'est qu'on ait une action équivalente en entrée dans un coude ou en fin de canal. On va jouer ça sur la vitesse de circulation du fluide, qui va faire que plus il va aller vite, plus on va avoir une action d'érosion mécanique, en plus de l'action chimique.
Donc, c'est quelque chose qu'on peut vouloir ou pas. Et entre le début et la fin du canal, si j'ai 10 cm ou si j'ai 1 mètre, le but, c'est que la solution ne s'appauvrisse pas suffisamment pour que la fin du canal voit à peu près la même solution qu'au début, pour qu'on évite d'avoir des actions différentes. Donc oui, en effet, c'est ce qu'on cherche à faire, à avoir des actions similaires en fin et en début de canal. En jouant sur la composition chimique, en jouant sur la vitesse, en jouant sur la cinétique, en jouant sur la température, on a plusieurs leviers d'action et on a déjà oui, travaillé sur ce type de fonction-là avec des résultats plus ou moins satisfaisants en fonction des alliages, en fonction des pièces. Mais on a des cas où ça fonctionne bien, d'autres moins bien, où il y a des réglages encore à effectuer. D'accord. Le polissage chimique sur titane est-il fragilisant? Est-il fragilisant? On avait fait quelques tests et on est un peu fragilisant. Je ne sais plus les chiffres en tête, mais on fragilise un peu, oui. Je ne sais plus les chiffres en tête, donc pour donner plus de détails. Au pire, on pourra prendre contact avec toi après en Ouais. privé s'il y a besoin. Un traitement mécanique par microbillage spécial serait-il possible et ou complémentaire? Oui, bien sûr. Oui, on peut faire un microbouillage après, quel que soit le procédé, si on veut modifier les propriétés de surface de la pièce. Oui, oui. Après, ça dépend de ce qu'on souhaite. Si on veut, oui, augmenter la dureté de surface ou l'état de surface, on peut le faire. S'il y a besoin, oui, ça peut être complémentaire, nécessaire, pas forcément en fonction de l'utilisation de la pièce. On revient sur les combinaisons de procédés. Vous parlez de gamme multi-étapes, exemple préparation chimique plus par la suite électropolissage, ou bien la combinaison par l'hybridation des technologies. Exemple, alors, ouais, c'est quand vous parlez de combinaison des procédés, Ouais. vous parlez de gamme multi-étapes, hein, préparation Oui. chimique plus suite électrolytique, ou bien la combinaison par l'hybridation des technologies, procédés Bah, chimico-électrochimiques. alors, c'est en général un procédé après l'autre. On va plutôt choisir des procédés qui vont avoir un rôle de dégrossir et après des procédés de superfinition. Donc c'est sûr que le polissage chimique est facile à mettre en œuvre et peut dégrossir rapidement et passer partout, dans les canaux, etc. Une tribofinition peut jouer aussi le rôle elle-même. Voilà, on peut faire une tribofinition pour dégrossir et après avoir un électropolissage, par exemple, pour avoir un brillantage de la surface. Les procédés sont l'un après l'autre. On peut choisir tout ce qu'on veut. Il faut juste pas prendre je sais pas moi, non, tout est à peu près possible, hein, mais il y a des cas, par exemple, on va pas prendre par exemple un électropolissage de suite et après une tribofinition, ça aurait aucun sens. Voilà, le but c'est de choisir pour diminuer le temps en fonction des contraintes qu'on a d'enlèvement de matière pour enlever le moins de matière possible. C'est pour ça que le polissage chimique peut être intéressant pour dégrossir, quitte à atteindre des RA encore élevés et avoir peu d'enlèvement de matière et finir derrière par un électropolissage ou par une tribofinition. Si on se moque de l'enlèvement de matière, on peut avoir plus d'action sur le polissage chimique et moins sur le procédé final. Si le temps, peu importe, eh ben, on peut faire que de la tribo et de l'électropolissage en fonction des contraintes que vous avez. Tout est possible en quelque sorte. Ok, il y a encore pas mal de questions, Jérôme. Donc, je voulais savoir si le polissage chimique de canaux peut se faire sur de fortes longueurs de manière uniforme. Il faut tester. Forte longueur, ça dépend. On l'a fait sur quoi? Sur le plus long qu'on a fait, c'était ouais, 60-70 cm. On n'a pas fait plus long. Après, comme je le dis, hein, on joue sur il faut que le produit soit le même en quelque sorte en entrée de tube qu'en fin de canal. Et donc pour ça, on va jouer sur la vitesse, sur la composition, sur la cinétique d'action, qui peut être la température.
Jusqu'à quelle distance on peut aller avec succès, je ne sais pas encore. Voilà, on l'a fait sur 60-70 cm. Voilà. Ok. Y a-t-il des variations de qualité, de réalisation, de finition de surface en fonction du traitement thermique, par exemple sur l'alliage d'aluminium, là, AS7G06? Alors, on n'a pas encore testé différents traitements thermiques. Donc, oui, on aura sûrement une différence de réactivité dans les 2 premières minutes. C'est ce qu'on voit. De toute façon, en général, c'est pareil sur Titane, hein. Alors, même s'il n'y a pas de traitement thermique sur Titane, mais les premières minutes ont une cinétique d'attaque différente du reste du traitement. Donc, on aura sûrement la même chose avec des traitements thermiques différents sur Alu. Dans ce cas-là, en fonction du traitement thermique qu'on aura, soit on mettra une minute de plus, une minute de moins. Ça jouera pas sur l'état final, ça jouera sur la décote. Si c'est peu réactif au début, s'il faut laisser une minute de plus pour atteindre la même décote et le même état de surface, si on est peu réactif au début, le traitement aura agi moins longtemps et donc on aura une décote moins importante, mais un état de surface un peu moins bon. Donc ça sera adapté avec le temps de traitement. Mais on n'a pas testé différents traitements thermiques. Donc il y aura, je pense, un effet, mais on n'a pas évalué. Ok. Une simple question. Différence avec le sablage? Le sablage sera comparable à de la tribofinition en quelque sorte, où on va jouer sur de la planité, on n'enlève pas forcément de la matière et on incruste de la matière. Le polissage chimique, l'électropolissage et le polissage plasma n'incluent aucune matière et on enlève de la matière. Le sablage va avoir plutôt tendance à entraîner des contraintes résiduelles, comme la tribofinition, et inclure de la matière. Et on ne va pas décoter forcément la pièce. Vous allez me dire, on enlève un peu de matière avec le sablage. Oui, mais c'est beaucoup moins qu'un polissage chimique, qu'un électropolissage ou qu'un polissage plasma. Ok. Donc, on enlève moins de matière et on crée des contraintes. Et on inclut en plus du corindon ou autre avec du sablage voilà, qu'on peut faire avec la tribo aussi et qu'on ne fera pas avec les 3 premiers procédés. Qu'en est-il de l'efficacité et l'uniformité de ces différents traitements de surface sur des pièces de forme plus complexes? Alors, le polissage chimique, l'électropolissage, vu qu'on est entièrement immergé en solution, il n'y a pas trop de... Oui, c'est sûr que je vous ai présenté que des éprouvettes. Le traitement est uniforme puisqu'on est immergé entièrement. On peut mettre des cathodes de forme variable pour l'électropolissage pour avoir une action réelle sur toute la pièce. Le polissage plasma, ça n'a pas forcément été regardé encore. Comme je disais, c'est un procédé en développement. Sur la tribofinition, il y a des choses qui ont été faites en pièces complexes et c'est pas trop mal sur des géométries variables. Encore une fois, hein, forcément, vu qu'on va avoir tendance à écrêter, les crêtes des pièces, des parties les plus saillantes vont être plus marquées que des zones un peu plus internes. Cependant, il y a des recirculations qui ont été effectuées aussi avec des médias. Alors forcément, le temps d'action va être beaucoup plus long puisque la vitesse des médias sera plus faible, mais les 3 procédés, polissage chimique, électropolissage et tribofinition, peuvent être adaptés, à mon avis, on le dit light aussi, hein, sur des pièces plus complexes. On va jouer sur le temps d'action et forcément sur l'uniformité du traitement. Le polissage chimique et l'électropolissage, je dirais que ce sera assez uniforme. La tribofinition, il y aura des petites différences. Ok. Encore des questions. Les procédés en lien avec l'anodisation, surtout pour les alliages de titane, vont créer une zone riche en oxygène de par la diffusion de l'oxygène. Avez-vous quantifié la profondeur de cette zone? Non, non, on n'a pas fait d'anodisation suite au polissage. Donc, non, on n'a pas regardé ça. Ok. Est-ce qu'il se développe une tribofinition avec des médias suffisamment fins et fluides pour atteindre les conduits internes? Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont en cours. Justement, c'est la société que je parlais, la société ABC Swiss Tech, qui développe ça.
et oui, avec des recirculations possibles dans les canaux. Il y a des choses qui se font, qui existent, qui sont en développement en effet, mais qui sont encourageants. Ok. Avez-vous des résultats avec le polissage jet d'eau ou des préconisations? Alors oui, je n'ai pas présenté là. Le polissage jet d'eau est fait avec des... Alors c'est pas que du jet d'eau, il y a aussi des médias abrasifs à l'intérieur, avec un système qui est spécifique là aussi, hein, qui est adapté en fonction de la dureté de l'alliage, hein, si je suis sur de l'alu ou sur de l'inconel. Et les résultats étaient quand même, on a un très bon polissage de 1 à 2 microns de l'état de surface final, avec des temps d'action assez courts. Hein. La seule, alors le temps d'action c'est quelques secondes, mais pour une surface qui est faible, le jet d'eau, c'est comme vous imaginez un Karcher, hein, il va falloir passer sur la pièce, donc plus votre surface sera grande, plus il faudra de temps. Et donc, c'est en fonction, sur une éprouvette, ça va être rapide, donc ça sera un des plus rapides. Sur une éprouvette de forme ou de dimension importante, c'est là où le temps pourra être beaucoup plus long. Mais les résultats sont très bons. Un demi-cran sur quasiment toutes les nuances d'alliage base nickel, inox, alu et titane. Ok, j'ai deux questions de deux personnes différentes, mais qui sont peut-être les mêmes, je te les cite. Est-ce que la décote est homogène en polissage chimique et est-ce que la décote est identique sur toutes les phases de pièces à géométrie complexe de type recoin? Alors, la décote va être proche sur des faces upskin et downskin avec du polissage chimique. Quand je dis proche, c'est que voilà, sur 200-300 microns, c'est plus ou moins 50 microns près. Je peux avoir 50 microns sur une face de plus que sur l'autre, par exemple. Par contre, dans des zones recoins, alors si je suis en extérieur, c'est-à-dire que la pièce a un angle, par exemple, extérieur, il n'y aura pas de différence. Si je suis en intérieur, c'est là où justement sur une canalisation avec un coude, c'est là où je disais qu'il faut jouer sur la température, la vitesse de circulation du fluide. On peut vite avoir des différences, oui. Et il faut justement jouer sur ces paramètres-là pour être le plus homogène possible. Mais globalement, ce qu'on a observé, c'est une cinquantaine de microns de plus sur une face que sur l'autre. Ou de moins, ça dépend comment on voit les choses. Ok. Qu'en est-il des résultats sur les aciers et les alliages base nickel? Alors, l'électropolissage, c'est un procédé qui est lui-même développé aux inox et aux alliages base nickel, donc avec des bains à base d'acide sulfurique et phosphorique qui marchent très bien, qui sont déjà industriels, hein, qui sont dans l'industrie, donc il n'y a pas de développement à faire là-dessus. C'est des choses qui existent déjà. Polissage plasma, c'est pas développé. Tribofinition, il y a des choses qui existent aussi, hein, donc pas testé en smurritropie, mais qui pourront l'être. En polissage chimique, on a des solutions pour les bases nickel qui sont encore, alors autant sur alliage de titane et d'aluminium sont bien avancées, autant sur Inconel, on est quand même à du polissage grossier, il y a encore des efforts à faire, il faut qu'on avance sur la formulation, donc on est vraiment en développement. Et sur l'inox aussi, c'est en développement. On a des choses, mais qui ne sont pas encore prêtes pour être mises sur pièce. Ok. Dans la plupart des études, on caractérise les procédés de parachèvement par la rugosité RA. Or, ce critère de rugosité n'est plus le plus pertinent pour caractériser la tenue en fatigue, qui est plus liée au creux du profil de rugosité qu'à la distance entre les pics et les creux. Travaillez-vous sur d'autres critères de rugosité et disposez-vous de résultats en fatigue? Alors, oui, on travaille sur d'autres critères. On exprime souvent en RA puisque c'est le paramètre qui est encore le plus, enfin, qui parle le plus. On regarde aussi le SA, qui est la même chose que le RA, mais sur une surface. Donc, au lieu d'être la rugosité arithmétique, c'est la rugosité surfacique arithmétique. Donc, on prend une surface hein, définie selon une norme et on regarde
toutes les différences d'altitude qu'il y a entre les différents points pour déterminer un critère de rugosité. Et après, il y a les RZ ou SZ qui regardent justement la partie différence entre les creux et différence entre les sommets et qui donnent justement d'autres paramètres aussi comme la densité de pics, la pente de ces pics, le caractère d'asymétrie, le caractère, est-ce qu'on a plus de sommets ou plus de creux. On regarde tous ces paramètres-là qui nous donnent des indications sur une surface donnée. Et par rapport à la fatigue, ben oui, forcément, certains vont avoir des liens avec la fatigue. Et pour l'instant, peu d'études de fatigue ont été faites, mais plus on aura des creux ou on aura comment dire, des pentes assez saillantes, avec des pentes élevées, plus on aura un impact sur la fatigue. Mais on regarde, oui, on regarde 6 paramètres, exactement. Donc pour leur petit nom, il y a RA, il y a SA, il y a RZ et SZ qui sont les paramètres justement entre les plus hauts sommets et les plus hauts creux. Il y a les densités de sommets, SDS, et ensuite on a le SDR qui est justement le paramètre regardant l'asymétrie. Et un autre paramètre dont j'ai perdu le petit nom qui regarde aussi est-ce que j'ai une surface plutôt avec des vallons ou avec des pics. J'ai perdu son nom. Ok, je reviens sur la dernière question, c'était quel est l'avantage par rapport au traitement de surface mécanique? J'ai pas eu plus de renseignements là-dessus, donc je sais pas si ça te suffit pour dire quelque chose ou prendre contact, la personne prendra contact avec toi éventuellement. Ouais, oui. En commentaire, on me met RP et RV Ah oui, dans les alors petits RP noms. et RV, d'accord. En fait, le RZ est la somme du RP et du RV. Le RP va être entre, vous avez une surface avec des, je sais pas si on me voit là à l'écran. Oui, je vois des. Tu me vois à moi ou pas? Oui, oui, moi je te vois, oui. Donc, voilà, si je fais des signes, donc vous avez une surface avec des pics et des creux. Le RP va être entre la valeur médiane et les points les plus bas, et le RV entre la médiane et le point les plus haut. Et le RZ prend en compte les points les plus bas et les points les plus hauts. Donc on regarde surtout le RZ, pas forcément le RP ou le RV, mais ça donne une information qui est proche, quoi. Mais on ne regarde pas forcément RP, RV, on regarde RZ, la somme des deux. Voilà. Ok, très bien. Ben, merci Jérôme, il n'y a plus de questions. Je pense que on a dépassé le temps d'un quart d'heure, mais c'était très intéressant. Il y a encore beaucoup de monde qui est resté connecté. Je remercie tout le monde d'avoir gardé ce quart d'heure supplémentaire. Donc on va terminer ce webinaire, hein. Je rappelle qu'il est disponible en replay demain sur le site YouTube d'Aerospace Valley. N'hésitez pas à prendre contact avec Jérôme si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je crois que tu as laissé tes coordonnées Le à mail, la. dans la première diapo, il y a mon mail. Voilà. Présentation qui sera aussi disponible. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Au Ok, bonne revoir. journée à tous. Merci. Au revoir.